Chaque jour, des milliers de gens font la différence et maintiennent le filet social en place pour les communautés vulnérables. Mon nom est Daniel Lantaigne et je me suis donné pour mandat de sortir de l'ombre ces héros, des héros anonymes. Aujourd'hui à l'émission, j'ai le grand plaisir de vous présenter deux organismes que je vais absolument mettre sur votre radar. On s'en va tout de suite à Sherbrooke et après je vous ramène à Montréal-Nord. Bonne émission. Quel bonheur de vous retrouver cette semaine à l'émission Les Héros Anonymes et peut-être sortir de l'anonymat pour certains d'entre vous. Une organisation qui fait beaucoup en persévérance scolaire, notamment dans la région de Sherbrooke. Et pour ce faire, on va recevoir en studio au bout du fil plutôt Anne Préfontaine, directrice de la Fondation pour les élèves du Centre de services scolaires de la région de Sherbrooke. Bonjour Anne Préfontaine. Bonjour Daniel, merci de me recevoir, merci pour l'invitation. C'est un très, très grand plaisir. Les fondations pour élèves qui sont rattachées à un centre de services scolaires, c'est un élément qui est peut-être méconnu, mécompris, et peut-être que même des gens ne savent pas qu'il y a des fondations parfois rattachées justement à ces entités-là qui sont les anciennes commissions scolaires devenues centres de services scolaires depuis peu. Et oui. On trouvait ça intéressant de le faire avec une directrice qui est en place depuis quelques mois à peine. Quelques semaines, voilà. Anne Préfontaine, les gens de la région de Sherbrooke qui nous écoutent, votre nom devrait sonner une cloche, je pense. J'espère que oui. Alors, si les gens disent, est-ce que c'est la Anne Préfontaine? Oui, c'est bien elle. C'est bien elle. Ancienne chef d'antenne de TVA Sherbrooke. Voilà. Oui. Effectivement, j'ai roulé ma bosse presque 25 ans déjà, Daniel, dans les médias. Oui, quand même. On peut dire que c'est une bonne carrière, un bon premier chapitre. Oui, totalement. Et avant qu'on parle de l'organisme, parlons un peu justement de tout ça, parce que passer de chef d'antenne et là, être directrice dans une fondation, il y a quand même tout un virage là-dedans et ça s'est animé comment, justement, cet intérêt-là et cette curiosité-là qui vous a amené finalement à être directrice aujourd'hui? Effectivement, c'est un virage 180 degrés dans mon cas. J'ai relevé des défis incroyables au cours de ma carrière. J'ai travaillé à l'émission JE, j'ai été dans l'hélicoptère de TVA, j'ai travaillé avec Jean-Luc Mongrain à l'époque. Et j'ai relevé toutes sortes de défis, dont notamment celui d'être chef d'antenne finalement à Sherbrooke. Et j'ai passé des années incroyables dans les médias. Ça a été des années fortes en émotions où j'ai rencontré tellement de monde dans différents milieux. Et ça m'a permis, j'ose espérer, de devenir une meilleure personne. Et ça a alimenté ma réflexion très profonde d'introspection. J'ai 46 ans, j'ai 2 enfants. J'avais l'impression pas d'avoir fait le tour parce que, tu sais comme moi, Daniel, les médias, c'est toujours différent. On est toujours en ébullition, on est toujours là dans l'imprévu. Et là, à TVA, on a décidé d'un commun accord de mettre fin à mon contrat. D'une part et d'autre, je pense qu'on était rendu là. Et il y a un homme qui s'appelle Serge Audet qui est arrivé dans ma vie, mais que je connaissais. Là, je commence à faire le chemin là, entre vous et la Fondation avec Serge. Oui, Serge est arrivé, c'est ça. Serge est l'ancien directeur général de la Fondation des élèves, de la commission scolaire de T'es là pendant 12 ans, si je ne me trompe pas. Oui, 12 ans, et c'est un homme très respecté, très apprécié, qui a une bonté, un cœur grand comme la terre. Et il m'a appelé et j'étais en grosse réflexion à ce moment-là de ce que j'allais faire. Puis j'avais le goût de faire autre chose que de travailler dans les médias. J'avais le goût de m'impliquer autrement dans ma communauté. Puis je me suis bâtie au fil des années, ça je dis ça en toute modestie, quand même une crédibilité. Je suis une personnalité publique, puis j'avais le goût de mettre au service de la communauté mon nom, ma personnalité. Et je me demandais toujours qu'est-ce que j'allais faire, là. J'ai même pensé à m'investir avec les personnes âgées. Je passais vraiment par toutes sortes de courants dans ma tête. Et là, Serge m'a approché, il dit Anne, je prends ma retraite et j'aimerais ça que tu reprennes le flambeau. C'est toi que je vois là. J'ai le goût
de te donner les rênes de mon bébé, il l'appelle comme ça. En fait, c'est plus une adolescente maintenant parce qu'elle a quand même 12 ans, une préadolescente. Puis j'ai le goût d'assurer la pérennité de la fondation, qui est une fondation qui existe, comme je disais, depuis une douzaine d'années, qui est très petite, très solide, une fondation à saveur très humaine. Et quand Serge m'a parlé de ça, sur le coup, j'ai dit, une éducation, moi, je connais rien à part d'être une journaliste et une mère de famille, là, tu sais. Et là, je me suis mis vraiment à réfléchir à ça, puis je me suis dit, mais finalement, c'est ça que je veux faire. C'était clair, ça n'a jamais été aussi clair à mon esprit que c'est ça que je veux faire. Parce que premièrement, je suis une mère de famille, j'ai 2 jeunes enfants d'âge primaire. Donc pour moi, leur éducation, c'est ma priorité. Mm-hmm. C'est ma priorité numéro 1. Moi, la persévérance, pour moi, là, ça a toujours résonné dans ma tête. Depuis que je suis toute petite, mes parents m'ont toujours dit, dans la vie, quand tu commences quelque chose, il faut que tu le finisses. Il faut que tu persévères malgré l'adversité. Il faut que tu continues, toujours. Alors, pour moi, ça fait partie déjà de moi. Puis à tous les jours, je martèle à mes enfants que c'est important de terminer ce qu'on commence, puis de persévérer malgré des fois une tempête ou des difficultés, des obstacles. Et là, j'ai dit, j'ai goût de le répandre à plus de gens, à plus de jeunes. Cette valeur-là qui est très ancrée et qui est la valeur première de la Fondation des élèves. C'est-à-dire de promouvoir la persévérance scolaire. C'est un terme qui semble un peu général, qui peut être un peu galvaudé, mais nous, ce qu'on fait, 100% des argents qui sont amassés par la Fondation au cours des 10 dernières années, je suis fière de dire que la Fondation a amassé 10 millions de dollars. On n'est pas subventionné, on dépend entièrement du privé. Et l'argent est investi, ça notre charte est très claire, dans des projets scolaires qui nous sont soumis soit par des enseignants, des directeurs d'école, des projets, dans le fond, qui vont faire en sorte, qui vont motiver nos jeunes à se lever le matin et d'aller à l'école, et de surtout les garder intéressés, accrochés à l'école jusqu'au moins en secondaire 5. Ça, c'est le gros défi. Et Daniel, tu sais comme moi qu'il y a beaucoup de travail à faire au niveau du décrochage scolaire. La pandémie a été extrêmement difficile. Terrible. Pour nos jeunes, nos adolescents. Tu sais, je sais pas là si j'imagine que toi aussi tu as eu cette réflexion-là. Tu sais, si c'était arrivé quand tu avais 14 ans, là, cette histoire-là, quand tu avais isolé chez vous de tes amis, qui est souvent le moteur. Oui, c'est fou, qui te donne le goût d'aller à l'école, tu vas aller voir tes chums, tu sais, tu vas participer à ton activité parascolaire, tu sais. C'est souvent ça, surtout pour nos garçons, qui les gardent à l'école. Mm-hmm. Alors, je pense vraiment qu'on est dans une situation très critique. Le taux de décrochage scolaire a fait un bond important partout au Québec, chez nous aussi à Sherbrooke. Et moi, mon devoir et maintenant ma nouvelle responsabilité de concert, évidemment, avec le Centre de services scolaires de la région de Sherbrooke, parce que c'est eux mes patrons, dans le fond, c'est de réduire le taux de décrochage. Il faut absolument, comme communauté, on est une belle ville, Sherbrooke, c'est serré, on a des gens d'affaires incroyables qui sont très impliqués. La santé, c'est très important. On l'a vu pendant la pandémie, mais l'éducation l'est tout autant. Ah, tellement. Et surtout en ce moment, je pense vraiment que collectivement, il faut s'unir pour faire face à cette dure réalité, d'autant plus qu'on est dans une période très difficile pour les entreprises en cette époque de pénurie de main-d'œuvre. Alors, je pense que c'est très important pour une société riche d'avoir une société qui est éduquée. Et l'autre mission de notre fondation, c'est aussi de valoriser la formation professionnelle, qui est l'un de nos bébés qui s'appelle École entreprise au travail. Nous, on fait un gros travail de maillage entre les entreprises de chez nous et nos finissants. Donc, aussitôt qu'une entreprise qui participe de façon pécuniaire en nous donnant de l'argent, en encourageant notre fondation, se retrouve sur notre site avec sa page. Alors, aussitôt qu'il y a une offre d'emploi, tout de suite, l'offre d'emploi est diffusée à nos élèves.
Alors, il y a vraiment un réseautage qui est très intime entre nos cohortes et nos entreprises. Et je pense que ça, c'est le nerf de la guerre aussi. Puis pour moi, pour une fondation, puis de venir dire, voulez-vous m'aider? Mais en même temps, je vais employer une expression anglaise. Je pense vraiment que c'est un win-win parce que si vous nous aidez, vous nous aidez à valoriser la formation professionnelle. Ça veut dire que vous y croyez. Et deuxièmement, vous allez peut-être vous retrouver avec nos meilleurs étudiants. Je suis allée faire une remise de bourse en charpenterie à notre centre professionnel 24 juin qui compte plus d'une 50aine de programmes. Puis, ils étaient tous pris, là. Ils commençaient tous à travailler la semaine d'après, là. C'est incroyable, pareil. Tu sais? Puis moi, je pense que dans une société, je sais pas quel âge vous avez, Daniel. 36 ans, mais dites-le pas trop fort, OK? Mais moi, je me souviens, à mon époque, quand j'étais petite, ça, mes parents, mon entourage, il fallait que j'aille à l'université. Mm-hmm. Parce que sinon, je réussirais pas ma vie. Ben voilà. Mais là, c'est plus ça le message. Moi, je pense que comme ça, c'est une affaire de société. Je pense qu'au contraire, il faut encourager nos jeunes qui ne veulent pas poursuivre des études supérieures au cégep, à l'université, de trouver un métier qu'ils vont aimer, qu'ils vont s'épanouir, qui vont participer à la société. Ben, totalement. Il y a des frigoristes, des électriciens, Daniel, qui gagnent probablement pas mal mieux leur vie que nous. Oui, puis... Mais ça, c'est une parenthèse. Puis c'est des succès aussi qui sont atteignables dans une proportion de temps qui fait des fois plus de sens que le vertige que peut amener des études universitaires. C'est-à-dire, mon Dieu, c'est tellement grand, c'est tellement loin, c'est tellement long, je me rendrai jamais jusque-là. Il y a moyen de se rendre à quelque part, puis c'est pas un demi-succès de se rendre ailleurs. Là. C'est un tout aussi grand succès. Et chacun peut atteindre ses différentes cibles. Oui. Et nous, on veut aller encore plus loin. D'ailleurs, je viens juste d'attacher tout ça à un rendez-vous qu'on va avoir la semaine prochaine avec une personne qui va nous parler du programme qui existe du côté d'Asbestos pour faire un maillage, notamment, j'ai un autre exemple, Saint-Romain aussi le fait dans l'agricole, c'est-à-dire que l'élève va passer 6 semaines à l'école en classe, 6 semaines dans une ferme. Wow! C'est super intéressant. Écoutez, gardez ça en tête. Oui, puis gardez ça en tête. On va prendre une petite pause, si vous le voulez bien. On s'arrête un court instant, puis je veux en savoir davantage au retour de cette pause-là. On est avec Anne Préfontaine, directrice de la Fondation pour les élèves du Centre des services scolaires de la région de Sherbrooke. Et on est de retour à l'émission Les Héros Anonymes. On était juste avant de se quitter pour un court instant avec Anne Préfontaine de la Fondation pour les élèves du Centre de services scolaires de la région de Sherbrooke. Anne Préfontaine, vous nous parliez là, et je veux vraiment qu'on poursuive là-dessus. Je trouvais ça fort intéressant comme modèle. Vous aviez des exemples de villes que je ne pourrais pas mettre sur la carte, là, mais des exemples de 6 semaines de formation, 6 semaines dans le vrai monde, j'ai le goût de dire. Oui. Bien, je pense que l'école, notre modèle doit s'adapter à nos élèves et non l'inverse. Alors, un programme qui peut offrir à un jeune la chance d'être sur le terrain, je donne un exemple tantôt à la ferme, dans le domaine agricole, et de passer 6 semaines après ça en classe. Pour pouvoir avoir la théorie et tout ça, mais après ça, aller tout de suite sur le terrain, pratiquer. Et c'est drôle parce que c'est quelqu'un dans mon entourage, dans la famille de ma mère, justement, ils ont une ferme, cette famille-là, et puis ils profitent de ce programme-là. C'est avec un centre de service scolaire, une école à Saint-Romain, dans le centre du Québec. Et puis, eux, ils hébergent là, les élèves. Là. Ils en ont, je ne sais pas combien, là, peut-être 5-6 par année là, qui arrivent. Là. Puis là, ils vivent à la ferme. Puis ils vivent avec eux. Mais eux leur montrent leur travail. C'est sûr que pour l'employeur, il y a une formation à faire. Oui, mais il y a aussi un beau bassin de relais avec la pénurie de la main-d'œuvre dont on parlait tantôt. Exactement. Exactement.
Puis c'est souvent des jeunes que s'il n'y avait pas un modèle, un programme similaire, peut-être qu'on les aurait perdus. Ah, ben oui. Ben oui, je n'ai pas de misère à le croire. Alors moi, je pense que cette voie-là est une voie vraiment novatrice et qu'il faut exploiter davantage au Québec. Ah, totalement. Oui, absolument, absolument. Je pense que c'est très, très important. Puis les employeurs ont leur part à faire aussi. Ça, j'y crois. Tu sais. Puis nous aussi, le message qu'on martèle, qui est très d'actualité, c'est de dire aux employeurs, aidez-nous à ce que nos jeunes finissent aussi leur secondaire 5. Tu sais, embaucher un jeune qui n'a pas fini son secondaire 5, pour moi, au niveau de la communauté, au niveau de la société, je pense que tu fais pas bien ta job. Il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné. Il y a un problème moral. Moi, à mon avis, à moi, là, et le projet de loi du ministre Jean Boulet, c'est un sujet très sensible, ça, pour le gouvernement du Québec. On le voit avec le projet de loi là, qui s'en vient d'un instant à l'autre. L'âge minimum va être de 14 ans. Parce qu'en ce moment, au Québec, on est l'une des seules provinces où on n'a pas d'âge minimum. Puis le maximum travaillé, ça va probablement être autour de 17 heures par semaine, 10 heures maximum du lundi au vendredi. Oui. Alors, je pense que ça prend vraiment des balises, et ça, le gouvernement du Québec est en train de le faire, puis merci. Tu sais, merci pour nos jeunes. Merci pour nos jeunes, parce que c'est vraiment pas une bonne idée en 2023 de lâcher l'école, je pense. Non. Et on le voit aussi avec les statistiques qui sont effarantes. Là. En 2021, les accidents en milieu de travail, les moins de 16 ans, ont bondi de 36 %, Daniel. Ça, c'est la vraie vie. Là. Ça, c'est des vrais impacts de jeunes qui, avec la pandémie, ont décroché, ont goûté à l'argent, ont commencé et se sont blessés. Et peut-être que pour le reste de leur vie, ça va amputer leur carrière, leur vie. C'est tôt pour hypothéquer sa vie professionnelle et sa vie de façon globale. Là, tout à fait. C'est des gros risques. Et c'est nous, comme société, je pense, on se doit de protéger les enfants. Ah, totalement. Nos enfants. Je pense que c'est un devoir, puis je pense que c'est ça, dans le fond, le principe de base du projet de loi du ministre Boulay. Et le décrochage scolaire, j'en parlais tout à l'heure, est effarant. On a une moyenne nationale d'un peu plus de 13 %. La Fondation des élèves de la commission scolaire de la région de Sherbrooke, en 2007, ça fait une quinzaine d'années, Daniel, était à 33 %. Ça veut dire que tu avais 3 jeunes sur 10 qui décrochaient, plus que 3 jeunes sur 10. C'est effarant. Heureusement, la Fondation est arrivée pour stopper l'hémorragie, je vais dire ça comme ça, et ça a fait vraiment une différence dans la courbe. On a vu la courbe descendre. Mais on n'est pas dans une bulle à Sherbrooke, on a vécu la pandémie comme tout le monde. Mm-hmm. Et là, notre flèche va vers le haut. Et ça, on n'aime pas ça du tout, là, comme communauté. Là. Il faut sonner l'alarme, je pense, sans être alarmiste. Il faut se dire comme société, OK, qu'est-ce qu'on peut faire pour retenir nos jeunes? Pour les convaincre de rester à l'école, d'aller chercher un diplôme. Parce que des fois, souvent, c'est ça, les jeunes, en tout cas pour en discuter avec les enseignants, notamment, qui travaillent très, très fort, je les vois aller. J'ai beaucoup de respect pour cette profession-là qui, à mon avis, devrait être encore plus valorisée. Mais ça, j'ouvre une parenthèse. Mais tout ça pour dire que nos enfants ont besoin de savoir que en maths, là, ta règle de 3, là, elle va te servir toute ta vie. Tu sais, tu t'en rends pas compte quand tu l'apprends. T'es là, mais à quoi ça va me servir? Pourquoi je vais apprendre ça? Je vais aller sur le web. Aujourd'hui, c'est ça aussi, c'est la facilité. Hein? C'est ça aussi le fléau. C'est que nos jeunes vont chercher la réponse sur Internet. Google, lui, il connaît la réponse. Mais c'est des outils, ça, qui vont servir aux enfants, la base en maths, en français, en anglais. Ça va leur servir toute leur vie, pendant toute leur carrière, même dans leur vie personnelle. Alors moi, je pense que c'est très, très, très important de rappeler à nos jeunes à quel point ça va leur servir plus tard les matières de base. Hein. Certainement. Puis, si on rentre dans le concret, la Fondation, on parle évidemment de persévérance scolaire, on parle de s'assurer de la réussite éducative, puis bon, aussi du côté là, de la formation professionnelle. Avez-vous, ne serait-ce qu'un exemple de type de projet que vous avez financé? Parce que là, vous m'avez lancé tantôt un 10 millions, je fais Ouattatard. Évidemment, on ne décortiquera pas le 10 millions, là. On peut le faire,
rapidement, Oui. puis ça va vous aider, Daniel, à comprendre aussi ce qu'on fait, puis c'est vraiment concret. Excellent. J'ai fait le tableau, j'ai fait l'exercice moi-même en arrivant à la Fondation. Bon, au cours des 5 dernières années, notre Fondation a amassé 5 millions. Tantôt, je parlais de 10 millions en disant 5 millions 5 ans. Là-dessus, il y a 700 000 $ qui ont été investis à la lutte au décrochage scolaire. Ça veut dire quoi, ça? Oui, c'est vague, hein? Ben oui. Mais c'est vague, mais en même temps, c'est le nerf de la guerre, j'ai le goût de dire. Là. Absolument. Je partage entièrement ton opinion là-dessus. On a un programme qui est délicieux. Il s'appelle... Il s'appelle comme ça ou c'est le programme qui est délicieux? Il s'appelle Accès 5. Moi, je suis en amour avec ce programme-là. Okay. C'est un programme, on ne l'a pas inventé, la Fondation. On l'a copié, mais on l'a bien copié. Il vient de l'Ontario. Okay. C'est un programme qui permet, dès le primaire, de cibler les enfants à risque de décrochage. Okay. Parce que déjà, nos enseignants, ils savent, hein? Lui, elle, on risque de la perdre. OK? Alors, dans un milieu défavorisé de Sherbrooke, on a implanté ce programme-là il y a 10 ans. Déjà, il y a 10 ans, là, notre programme. D'ailleurs, on est en train de voir pour le revisiter ou peut-être le rendre encore plus accessible à plus de jeunes. Mais ça pour dire que il y a 30 jeunes, donc, qui entrent à chaque année dans ce programme-là. Donc, au total, on en a 150 si on fait l'exercice secondaire 1, 2, 3, 4, 5. J'en ai des nouveaux qui rentrent une trentaine à chaque année. Et là, on va signer un pacte social avec l'enfant. OK? Alors, il y a un enseignant qui va être un peu parrain de cet enfant-là. Après ça, il va y avoir un travailleur de rue qui travaille à la maison jeunesse qui va être là. Il y a le parent qui va être impliqué et évidemment le jeune. Alors, tous ces gens-là de concert vont faire en sorte de garder le jeune motivé et qu'il puisse obtenir son diplôme en 5 ans, Accès 5. Et notre taux de réussite, Daniel, c'est incroyable. Je pense, c'est au-dessus de 95 %. Ben, c'est délicieux, effectivement. Le qualificatif a du sens. Mais ce sont tous des jeunes qu'on aurait probablement perdus. Ah, c'est clair, c'est clair. S'il n'y a pas ce filet-là autour de ces jeunes-là, effectivement, on va en laisser tomber. Puis bon, Moi, vraiment, ce programme-là me fascine, puis je veux en savoir plus. J'ai une rencontre d'ailleurs de prévue parce que je peux pas tout faire en 2 semaines. Ça fait 2 semaines que je suis arrivée. On va vous laisser le temps un peu. Mais je veux rencontrer le directeur de l'école secondaire qui est responsable de ça. Je veux en savoir davantage. Je veux plancher sur les acquis de la Fondation. Fait que ça, c'est un des programmes. On va donner également 250 000. On a donné au cours des 5 dernières années 250 000 en robotique, en entrepreneuriat. Ça veut dire un jeune qui, excusez le terme un peu jeunesse, qui tripe sur les robots, qui sont très tendance. Ben oui, il va pouvoir, on va lui donner moyen d'aller à une compétition à New York, à Toronto. Pour avoir vu une compétition de Robotic First, là, c'est de voir les étoiles dans les yeux de ces jeunes-là, puis de savoir que ça, au moins, ça leur donne une motivation, ça leur donne quelque chose, justement. Ben oui. En retour de toute cette implication-là. Ça se passe en ce moment, en plus, là. Bon. Et aussi, au cours des 5 dernières années, on a donné près de 2 millions en sport, culture, loisirs. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire un terrain de soccer en synthétique, ça veut dire des ballons. Parce que nos taxes, nos impôts, Daniel... Oui, pourquoi il y a une fondation pour ça? Il n'y a pas des taxes scolaires qui servent à payer ça? Non, c'est pas ça, hein? Non. Nos taxes vont servir à payer les bâtiments, les concierges, le personnel, les enseignants. OK, le frame de base. Le gravy, ben ça, là, les enseignants vont le dire mieux que moi. Il n'y en a pas. Non. Tu sais, il y a un manque de moyens. Nos enseignants, je le sais parce que j'ai 2 enfants d'âge primaire, je les vois travailler, je vois comment ils travaillent fort, puis des fois, il y a des problématiques difficiles. On a quand même beaucoup d'allophones, on a une grande communauté immigrante à Sherbrooke. Alors, tu sais, c'est pas facile. Nos profs travaillent très fort et manquent de moyens. Et nous, la Fondation, on est là pour ça. En lecture, par exemple. Mm-hmm. J'ai rencontré une donatrice il n'y a pas longtemps, elle et son père se sont engagés pour une période de 10 ans à donner 15 000 $ par année. Wow. Exclusivement pour la lecture. Ça veut dire des livres dans les classes. Elle dit, moi, je veux que les enfants aient un livre à portée de main, puis pas des vieux livres. Tu sais, tendance là, avec les auteurs qui fonctionnent en ce moment, là, qui sont populaires.
On a un programme aussi qui s'appelle Sors de ta bulle, toujours en lien avec la littérature. On publie des essais littéraires d'élèves qui vont remporter un concours. Ça, c'est du réel. Là. J'en ai plein de livres là, sur mon bureau là, à l'heure où je te parle. Là. Oui! C'est extrêmement réel, puis ça permet à la fois à ces jeunes-là, puis je vais vous dire à la fois à ces enseignants-là de rêver d'autres choses aussi, parce que, bon, ils sont pris dans leur quotidien, ils sont pris avec les moyens du bord, comme vous l'avez dit, là, c'est pas un métier qui est valorisé à sa pleine mesure. Et donc, d'avoir un peu d'oxygène, je pense que la Fondation permet d'amener beaucoup d'oxygène avec tout ce que vous réussissez. C'est pas normal que ce soit les profs de fouiller dans leur poche pour pouvoir payer une activité ou quelque chose. Non, c'est comme non. Alors nous, la Fondation, on est là pour ça, pour, dans le fond, donner le moyen des ambitions. C'est sûr que si on avait encore plus de fonds, on en ferait encore plus. Mais 100% aussi de l'argent, nous, notre compte, là, il n'y a pas beaucoup d'argent dans le compte. Là. Elle est dépensée à mesure. Là. On n'a pas de réserve. Là. On n'a aucune réserve. Puis je pense qu'on est un modèle qui va être appelé à se répandre dans le reste du Québec parce qu'on est la première, sinon l'une des premières fondations publiques d'un centre de service scolaire. Après ça, il y a eu Montréal, mais on est quand même les précurseurs, nous, Sherbrooke. Oui, quand même. Il s'en passe des belles choses à Sherbrooke. Oui, je vais ajouter là-dessus qu'en ce moment, en parlant de financement, on est en démarche avec la Fondation des élèves de Montréal pour tenter d'obtenir notre part du gâteau, nous aussi, comme les fondations des cégeps l'ont obtenu avec le gouvernement du Québec l'an dernier, en 2022, 45 millions 5 ans que les cégeps vont obtenir. Qui obtiennent déjà. Là, mais encore faut-il se rendre au cégep, là. Exactement. C'est un bon point, ça, Daniel. C'est bien beau, là, mais encore faut-il avoir fini son primaire et son secondaire. Là. Mais tu sais, je trouve que c'est une initiative superbe là, pour nos cégeps. Puis ils en ont besoin. Je connais du monde qui travaille je connais justement une femme qui travaille, la directrice de la Fondation du cégep. Je sais qu'elle rame fort. Les universités ont eu le même genre de modèle il y a 20 ans. J'en doute pas. Anne Préfontaine, désolé, on a déjà passé à travers la demi-heure. Ça a passé tellement vite. Vraiment? J'avais peur, je me disais une demi-heure, qu'est-ce que je vous avez vu, hein, ça passe super vite. Si vous voulez en savoir plus, rendez-vous sur le site du Centre de services scolaires ou googlez tout simplement la Fondation pour les élèves du Centre de services scolaires de la région de Sherbrooke, une organisation extraordinaire et avec une directrice, je pense que vous l'aurez remarqué, déjà très passionnée pour la cause. Merci encore une fois, Anne Préfontaine, c'était un immense plaisir. Merci, Daniel. Merci à toute votre équipe. Merci pour la tribune. C'est formidable ce que vous faites. Merci, à bientôt. Vous écoutez Les Héros Anonymes avec Daniel Lantaigne. Woodstock, pour moi, c'est la rage d'une communauté qui avait soif de changement pour les citoyens et citoyennes qu'on a trop souvent laissés de côté, ceux qu'on a carrément exclus de l'espace public. Et cette tragédie est partie d'une tragédie, la mort de Freddy Villanueva, tombé sur les balles d'un policier à Montréal-Nord. Aujourd'hui, Woodstock, c'est ces gens-là, ces êtres humains-là, comme moi, qui a décidé de se rassembler et de créer des espaces inclusifs, des espaces de réflexion, mais également d'action, pour voir de quelle façon qu'on pourrait façonner, changer et améliorer notre société. Parce que le Québec a un nouveau visage et c'est le temps qu'on le reconnaisse. Alors, ça mettrait très bien la table pour notre deuxième invité. Comme je vous disais, on se déplace à Montréal-Nord avec un organisme qui s'appelle Woodstock. Et pour ce faire, on est avec Cassandra Exumé, coordonnatrice générale, et Narges Mustafa, coordonnatrice Woodstop, les violences sexuelles et cofondatrice. Bonjour, mesdames. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. J'avais vraiment le goût qu'on parle de votre organisme duquel j'ai entendu parler pendant la pandémie, et bien qu'il remonte à quand même il y a quelques années. C'est un organisme qui a été mis sur mon radar et que je trouvais extraordinaire. Je suis souvent rendu à Montréal-Nord. Ma meilleure amie y habite, donc par défaut, je prends un peu l'empreinte de ce quartier-là. J'ai goût de vous demander, on l'entendait dans l'extrait audio, tout ça remonte évidemment à une tragédie, celle du décès de Freddy Villanueva, avec l'origine de tout ça, Montréal-Nord est public. Mais là, j'ai pas le goût de raconter l'histoire, j'ai le goût de l'entendre par vous. Ça vient d'où tout ça, cette idée-là d'arriver avec un organisme qui est Woodstock? Bonjour. D'abord, merci pour l'invitation. C'est Narges qui parle. En vrai, Woodstock, comme on l'a entendu en introduction, est né un an après la mort de Freddy Villanueva, qui a été assassiné par un agent du SPVM ici même à Montréal-Nord.
le 9 août 2008, donc un an après, c'est-à-dire quelques temps après, on est plusieurs résidents et résidentes qui se sont rassemblés autour de cette injustice-là. Oui. On sentait que tout le monde se sentait interpellé là, par le décès de Freddy. On sentait tous et toutes qu'on voulait faire quelque chose, contribuer au quartier, redonner à la communauté. Donc, on s'est retrouvés, on s'est mobilisés, on a beaucoup dénoncé dès le début là, tous les enjeux de profilage racial et de racisme systémique. Puis là, sans rentrer dans trop les détails parce qu'on pourrait en parler longtemps, mais un an plus tard, suite à la mort de Freddy, il y avait toujours en vrai des tension entre la police et les jeunes, mais il y avait encore beaucoup d'enjeux qui marquaient le territoire et la population de Montréal-Nord. Donc, pour nous, c'était important de créer un espace, de mettre en place quelque chose où est-ce que la population allait pouvoir canaliser cette énergie-là, cette frustration-là dans quelque chose de constructif. Donc, d'où l'idée de mettre un premier forum social dans un quartier en périphérie comme Montréal-Nord, où est-ce que la population allait pouvoir aborder en vrai les enjeux qui les touchent de près et souvent on dit que c'est ça, les gens qui vivent les enjeux sont les mieux placés pour arriver avec des solutions ou proposer des pistes de solutions. Donc l'idée c'était vraiment de se réapproprier la parole, de se réapproprier aussi les espaces publics, notamment parce qu'on sait que Freddy a été abattu dans une soirée d'été dans un parc de Montréal-Nord. Donc c'était tout autour de ces grandes thématiques-là. Et depuis ce temps-là, on a quand même réalisé 6 éditions du Forum social avec différentes thématiques à chaque année. Puis, je dirais que c'est ça, au fil du temps, là, dans les dernières années, on a aussi migré vers à devenir un OBNL et aujourd'hui, on peut finalement concrétiser certains des projets qu'on imaginait à travers le temps dans les dernières années, je dirais même dans les 12-13 dernières années. Là. Donc, ça fait un petit peu le portrait et on est toujours dans cette perspective là, de vouloir répondre aux inégalités que vivent les communautés de Montréal-Nord. Ben, parlons-en, si vous voulez bien, justement de Montréal-Nord. Bon, on ne fera pas la démographie du quartier, mais il y a un article qui est sorti dans la presse il n'y a pas longtemps, là, Pas de répit pour Montréal-Nord. J'invite les gens à aller le lire. J'ai le goût de vous demander, on est quoi? On est à peu près 15 ans après le tragique décès de Freddy Villanueva. Comment se porte Montréal-Nord une quinzaine d'années plus tard, puis bon, évidemment, 13-14 ans après la création de ce qui est maintenant Woodstock? Oui, Cassandra. En fait, Montréal a des réalités qui n'ont malheureusement pas changé en 15 ans. On parle toujours de difficulté de mobilité. Il n'y a pas un métro. Vous dites votre meilleur ami habite dans le quartier. Je ne sais pas dans quel arrondissement vous vivez, mais ça prend du temps. Souvent, on se rend à Montréal-Nord. Totalement. C'est parfois une espèce de cloisonnement aussi à d'autres activités. Je veux dire, pour un jeune, aller soit à l'université ou au centre-ville, c'est tout un projet finalement. Donc, on a encore une difficulté de mobilité. Le nouveau portrait, les demandeurs d'asile qui vivent aussi, c'est une réalité qui n'est pas nécessairement nouvelle. Je veux dire, Montréal-Nord a aussi, il y a 15 ans, été un quartier rempli de beaucoup de diversité culturelle. C'est malheureusement toujours souvent un quartier de passage, donc l'espèce de participation citoyenne le plus complexe. Les gens, souvent, ils arrivent à Montréal, ils vont à Montréal-Nord et ils quittent après. Donc, ça rend plus difficile peut-être justement un changement de quartier par rapport au fait que les résidents ne sont pas nécessairement, ils ne sont que de passage finalement. Il y a aussi tout ce qui est profilage racial, c'est des histoires encore malheureusement qu'on entend, des jeunes qui se font interpeller pour des raisons douteuses parce qu'ils sont des personnes noires, des personnes racisées et dans un quartier qui, au contraire, on devra tout simplement accueillir la diversité. Elle devient toujours un problème pour différentes institutions. La pandémie a été très dure, faut pas le cacher. Ça a été un des quartiers le plus touché, l'épicentre de la pandémie durant 2020-2021. D'où le fait que durant la pandémie, nous, on s'est dit, nous, on veut aider les résidents. C'est pas la même réalité. Je veux dire, on peut pas traiter la société québécoise et penser que chaque résident vive une crise de la même manière. Et pour nous, c'était important de vulgariser qu'est-ce qui était dit. C'est pas tout le monde qui avait accès à Internet, c'est pas tout le monde qui a accès, je disais souvent aux conférences de presse de M. François Legault pour savoir c'est quoi les nouvelles règles sanitaires à appliquer. Donc nous, on voulait vraiment être sur le terrain pour parler à la population, pour aussi donner un soutien
psychologique du mieux qu'on peut par rapport à qu'est-ce qu'ils vivent, parce que l'isolement est immense. Parfois, c'est des grandes familles dans des 3,5, 4,5. L'isolement est plus difficile et la détresse peut être aussi accentuée par rapport à ça. Mais Montréal-Nord, ce n'est pas que la négativité. Et moi, qui était souvent en quartier quand j'étais plus jeune, quand je suis revenue au début, à la fin de l'année 2017-2018, comme bénévole à Woodstock, avant d'être coordonnatrice générale, j'étais épatée par le fait que c'est un quartier aussi très riche par sa cohésion. Le support entre voisins, voisines, entre citoyens est très fort. C'est un quartier où est-ce que les gens se connaissent, où est-ce que le vivre ensemble est possible, hein, différentes diversités ethnoculturelles qui se côtoient, qui travaillent, qui vivent et qui s'amusent ensemble. Il y a une beauté que je vis dans ce quartier et je dis souvent comme étant une personne noire, une femme noire, c'est un des quartiers où est-ce que je me sens pas regardée, je me sens chez moi, je sens que je suis Cassandra avant d'être une femme noire, compartiment dans d'autres quartiers où est-ce que on peut vivre finalement le racisme, le profilage par les résidents, par les citoyens, par le fait qu'on ne ressemble pas nécessairement à la composition d'un quartier en tant que tel. Donc il y a aussi on se sent chez soi, mais on sent qu'il y a des barrières justement à notre inclusion dans la société à certains niveaux. Ah ben c'est un portrait fort intéressant parce que oui, quand on regarde les dernières années, on se dit, mon Dieu, mais est-ce qu'on a réglé quelque chose? Est-ce qu'il y a des choses qui se sont améliorées dans Montréal-Nord? Parliez, le premier point de l'accessibilité, là, ça me fait toujours rire de voir la grande roue de la vélocité dans un quartier qui est si difficile d'accès. Je trouve ça à la limite insultant. Et au moins, il y a du bon, il y a du beau. Montréal-Nord, là, pour les gens qui connaissent mal l'arrondissement, je voyais dans un article de la presse, c'est 47% des familles qui sont nées à l'extérieur du pays qui sont des résidents de Montréal-Nord. C'est extraordinaire, la mixité sociale que ça amène, mais une mixité sociale avec l'arrivée des migrants, avec un taux d'inoccupation qui est un des plus faibles de Montréal, là, à 0,3%, et des logements surpeuplés, bien, ça amène évidemment un lot de défis. Rentrons dans les programmes de Woodstock, si vous voulez bien. Vous avez parlé, là, c'est pas tout le monde qui a accès à Internet. J'ai vu que vous aviez un programme qui s'appelle Équitable, donc j'imagine une forme d'équité avec une tablette, parce qu'il y a une fracture numérique dans le quartier. Effectivement, puis c'est un projet, ça fait longtemps que Woodstock parlait de fracture numérique et durant la pandémie, parce que la pandémie, oui, il y avait la pandémie, il y avait aussi George Floyd qui est arrivé en même temps, on a pu avoir des alliés et enfin peut-être avoir les moyens de nos ambitions. On a pu offrir une centaine d'ordinateurs à des familles dans le quartier et une autre centaine de tablettes à des personnes aînées, où est-ce qu'on leur permettait justement de mieux comprendre Zoom, comment ils peuvent rester en contact avec leur famille, parce que voilà, les personnes aînées devaient particulièrement s'isoler, se protéger durant le pic, si on veut, de la pandémie. Et qu'est-ce qu'on a trouvé, c'est que moi, une histoire qui m'a toujours frappée, là, je me rappelle faire du porte-à-porte et donner justement ces ordinateurs-là. En fait, comment on fonctionnait, c'est qu'on contactait les écoles du quartier et nous donnait une liste de personnes, de noms, d'étudiants, d'enfants qui avaient justement ce besoin d'outils numériques. Puis je me rappelle frapper à une porte d'une jeune universitaire et elle s'est mise à pleurer puis elle m'a confessé qu'elle faisait ses travaux de session à travers son téléphone cellulaire. Donc, on peut imaginer faire un rapport de 5 pages sur Google Drive dans son cellulaire, comment on peut avoir plein d'erreurs, comment ça peut être complexe et comment finalement avoir cet ordinateur lui permettait justement une réussite scolaire. Donc, c'était quelque chose de très émouvant pour moi et c'est un projet qui a toujours sa pertinence et qu'on peut même se rallier, je dirais, un comité numérique qui a été créé à Montréal-Nord aussi durant la pandémie avec des bibliothèques, avec d'autres organisations qui continuent et qui continuent à offrir des outils numériques, mais aussi des espaces numériques pour la population. Donc, ça demeure un projet vraiment important et justement, c'est dans la question d'équité. Il y a beaucoup de personnes qui ont pu faire l'école à la maison, le travail à la maison, mais c'était une autre réalité pour beaucoup de travailleurs et beaucoup d'étudiants de Montréal-Nord. On peut s'assurer qu'il n'y ait pas cette inégalité. Ceux qui ont pu continuer leurs études durant ces 2 dernières années, comparé à d'autres que c'était compliqué de parfois même contacter un professeur parce qu'il n'a pas ses coordonnées, parce qu'il ne peut pas lui-même te contacter en ligne, mais ça va créer dans les prochaines années une inégalité dans les études puis dans l'accessibilité peut-être parfois des études supérieures pour certains résidents de notre quartier. C'est un projet qui contribue certainement énormément à l'égalité des chances et si vous voulez, on va bien prendre une petite pause et on revient dans quelques instants, on va poursuivre ça pour en apprendre davantage sur vos autres programmes et initiatives à Woodstock.
Et on est de retour à l'émission Les Héros Anonymes. On est avec Cassandra Exumé, coordonnatrice générale, et Narges Mustapha, coordonnatrice Hoodstop, les violences sexuelles et cofondatrice. Et là, on a parlé d'Équitable, on a parlé de de la situation à Montréal-Nord. Et en lisant votre titre, Narges, Hoodstop, les violences sexuelles, écoutez, je vais être subtil là, comme un 2x4. Est-ce qu'il y a un programme en lien avec les violences sexuelles dans le cursus de Hoodstock? Mais justement, ça fait 2 ans qu'on travaille à élaborer un projet qui consiste en 3 grands volets, là, c'est-à-dire de la prévention et de la sensibilisation auprès des jeunes de Montréal-Nord sur la question des violences sexuelles et de l'éducation sexuelle. Un 2e volet en intervention plus spécifiquement, puis un 3e volet qui implique plus qui est la lutte contre les violences sexuelles. Ça fait 2 ans qu'on travaille à élaborer ce programme-là. Pourquoi ce programme-là chez Hoodstock, c'est qu'il n'y a aucune ressource à Montréal-Nord, ni même dans les quartiers environnants, qui vient en soutien ou qui vient en aide aux personnes survivantes d'agressions à caractère sexuel. Et ce qu'on a remarqué là, dans les dernières années, en fait, c'est une idée là, qui mijote depuis 2015-2016. Là, et aujourd'hui, on a la chance de pouvoir vraiment commencer à la matérialiser. Mais ce que nous, on a constaté, c'est que les personnes survivantes, lorsqu'elles veulent aller chercher du soutien ou de l'aide lorsqu'elles vivent une situation d'agression à caractère sexuel, c'est qu'elles vont devoir se déplacer à l'extérieur du territoire. Mais comme on vient de le mentionner, Montréal-Nord est quand même marqué de plusieurs inégalités, dont les enjeux à la mobilité, dont la question de pauvreté. Donc, ce qu'on entendait aussi, c'est qu'il y a plusieurs personnes victimes qui n'avaient pas les moyens de se déplacer, donc pour aller chercher de l'aide, mais lorsqu'elles pouvaient aller chercher de l'aide, on remarquait aussi, ou ce qu'on entendait comme témoignage, c'est que les interventions n'étaient pas adaptées à la personne, donc ni adaptées, nous on utilise le terme là, et la notion culturellement sensible, donc ça ne prenait pas en compte le bagage culturel de la personne dans une posture spécifiquement féministe et antiraciste. Donc pour nous, c'était important là, de pouvoir travailler sur une approche qu'elle allait être antiraciste, culturellement sensible et féministe pour pouvoir mieux comprendre les réalités des personnes survivantes qui viennent des quartiers en marge comme Montréal-Nord. Donc, au lieu, lorsque la personne allait chercher, c'est-à-dire un soutien à l'extérieur du territoire, souvent, elle se faisait finalement stigmatiser 2 fois plus en intervention. Voilà. Donc, le volet intervention, il est en train d'être élaboré. On n'est pas tout à fait là encore, mais j'aimerais parler davantage du programme, du volet, en fait, de prévention et de sensibilisation. Donc, l'idée était de mettre sur pied un programme pour la jeunesse de Montréal-Nord parce qu'encore une fois, il n'y a pas de programme dans les écoles. Et lorsqu'il y a des programmes en éducation sexuelle ou pour sensibiliser sur les violences à caractère sexuel qui viennent à Montréal-Nord, on se rend compte encore une fois que les programmes ne sont pas adaptés pour la jeunesse de Montréal-Nord. Donc, toujours dans une perspective antiraciste et toujours avec la notion de la sensibilité culturelle. Donc, c'est comme ça qu'on a adapté nos ateliers tout en faisant une co-création avec les jeunes. Donc, pour nous, c'était important, avant de mettre sur pied ce programme-là, c'est d'être toujours dans une approche de co-création avec les jeunes. Donc, on a mis sur pied plusieurs consultations en faisant partenariat avec plusieurs organismes communautaires à Montréal-Nord pour pouvoir entendre les jeunes sur la réalité, qu'est-ce qu'ils vivent à l'école, c'est quoi qu'ils entendent, comment qu'ils comprennent les violences sexuelles, qu'est-ce qu'est la notion de consentement, qu'est-ce qu'ils entendent par relation saine. Donc, pour pouvoir créer un programme vraiment à leur image et qui puisse répondre concrètement à la réalité que ces jeunes-là vivent à Montréal-Nord. Donc aujourd'hui, on vient de finaliser en fait le programme de 6 ateliers qui abordent plusieurs thématiques et on a la chance de pouvoir déjà commencer à l'offrir dans une école secondaire ici même à Montréal-Nord. Voilà. Donc pour nous, c'était quand même important là, de pouvoir mettre de l'avant ce projet-là, de le concrétiser pour que finalement, les personnes survivantes ou les personnes qui ont besoin de soutien dans ce parcours de guérison-là puissent avoir une ressource accessible à Montréal-Nord. Et c'est aussi fait, en fait, on dit Montréal-Nord, mais c'est aussi pour les quartiers environnants qui vivent aussi des mêmes réalités, notamment, je pense au quartier Saint-Michel ou au quartier Rivière-des-Prairies, là. Tout à fait. Puis,
Je trouve ça, fascinant que vous ayez ce programme-là, puis deuxièmement, je vais vous dire, n'en déplaise à notre premier ministre, il y a encore du racisme systémique, là. Le fait que vous ayez eu besoin de mettre ça en place, notamment au-delà de la barrière de l'accès et de la distance pour avoir accès aux services, bien, clairement, il y a des éléments qui viennent le justifier amplement de ce côté-là. Merci d'avoir, je vais vous dire merci à vous, merci à Woodstock d'avoir mis ça en place. Certainement un modèle qui, j'espère, là, répondra et permettra aussi aux gens de s'en aller dans un environnement dans lequel ils vont se sentir plus sécuritaires d'aborder ces enjeux-là comme personnes survivantes. Alors, bravo pour l'initiative. Vous ne manquez pas d'initiatives chez Woodstock. J'ai vu un projet qui s'appelle, je ne sais pas comment l'appeler, là, STR ou Starts, parce qu'il y a comme un volet sur l'art. Là. Donc, il y a comme différentes façons dans lesquelles vous réussissez à fédérer une communauté, à mobiliser les gens, comme vous disiez, à canaliser toute cette énergie-là. Est-ce que ça aussi, c'est une initiative là, qui répond à ce besoin-là? Absolument, c'est START, en fait, soutien technologique et artistique. Puis, c'est le premier projet de Woodstock, en fait. Okay. Et l'idée, c'était toujours l'idée d'égalité des chances, c'est-à-dire, dans les écoles, malheureusement, du quartier, souvent, les jeunes n'ont pas accès, si on veut, à des initiatives soit artistiques, technologiques, qui pourront aider à allier passion et carrière. Et malheureusement, parfois, à cette espèce, moi étant d'origine haïtienne, les parents comprennent pas souvent qu'on peut avoir une carrière, soit, je veux dire, à Ubisoft, c'est-à-dire quelqu'un qui aime les jeux vidéo, c'est possible de vivre et de manger 3 fois par jour sans problème dans une carrière dans ce domaine-là. Et pour nous, c'est d'ouvrir l'éventail de possibilités pour les jeunes, pour qu'ils voient que oui, je peux aimer la musique, mais je peux être technicien de son, je peux travailler pour un show en termes, je sais pas moi, régisseur, il y a différentes possibilités et c'est de mettre en contact les jeunes à des mentors, à des modèles qui sont dans ces domaines-là. Je sais que les premiers ateliers qui ont été faits avec Dramatique du groupe Mosaïen et c'est se dire souvent que par la musique, quelqu'un qui sait écrire, quelqu'un qui sait faire du rap, ça fait quelqu'un qui est aussi un très grand orateur, quelqu'un qui peut bien vulgariser ses émotions. C'est des compétences souvent qu'on voit pas dès le début, mais qui peuvent vraiment amener très loin dans la vie. Et ces ateliers-là permettaient souvent, parfois, des jeunes sont plus gênés, mais de se mettre devant la classe. J'ai avoir été témoin de plusieurs ateliers avec Dramatique. Il y a un jeune que, il avait l'air dans son coin, il parlait pas trop, mais quand il y avait Dramatique, il lui disait, vas-y, fais un rime ou parle-moi de ta journée, mais en chantant. La personne se mettait devant la classe, mais ça peut être le jeune qui était toujours hyper stressé lors des communications orales, qui se voit, rempli d'une aisance qu'il n'avait pas dans le passé. Donc, starter justement un déclic chez cette jeunesse-là, puis se dire, OK, je peux être passionné, je peux avoir des compétences, sont pas nécessairement reconnues parfois, malheureusement, par mon environnement ou même par moi-même, mais quand on rallie les jeunes à des modèles, à des mentors dans différents domaines, il y a un déclic qui se fait justement et ça fait finalement des leaders incroyables dans notre société. Oh ben, j'en doute vraiment pas. Souvent, à l'émission, je pose la question, à quoi est-ce que vous pourriez rêver dans votre organisation? Et je vais vous demander, est-ce qu'au Montréal-Nord s'est redonné le droit de rêver depuis le décès de Freddy Villanueva? Est-ce que Montréal-Nord se permet de rêver? Et par la bande aussi, est-ce que Woodstock a des rêves à travers tout ça? Oh mon Dieu, c'est philosophique, mon affaire. Hein? Ouais. Grosse question. Mais je crois que, écoute, à titre personnel, je crois pas que je serais ici, je ne rêverais pas à Montréal-Nord ou un Woodstock meilleur. C'est-à-dire, je perdrais un peu mon temps. Puis qu'est-ce qui est beau, c'est que je crois que chaque personne, je veux dire, on a une équipe d'environ une quinzaine de personnes maintenant, moitié à temps partiel, moitié à temps plein, mais qui rêvent justement et qui sont toutes des personnes racisées à l'emploi, qui ont des expertises, puis qui au lieu de travailler ailleurs, puis il y en a beaucoup qui pourraient... Le communautaire, c'est un milieu, c'est un milieu quand même qui peut être précaire, qui peut être complexe, mais qui décide d'apporter leur expertise à Woodstock. Pour moi, c'est le rêve, tout simplement, qui veut justement... qui peut finalement devenir réalité puis qui donne leur temps là-bas. Puis je crois que tout à fait, Montréal-Nord donne le droit par les initiatives. Peut-être, moi je trouve l'initiative que Woodstock fait, je pense au Festihood qui est une Saint-Jean, qu'on fait à la saveur nord-montréalaise à chaque 24 juin. Maintenant, ça va être notre 4e édition. Où est-ce qu'on se promène dans les rues puis les gens ont accès à un show gratuit de leur balcon avec une caravane, des artistes de cirque, des gens qui font du tambour, de la danse, de différentes
origine. Et pour moi, ce fast-food-là présente l'idée qu'on a le droit au plaisir, on a le droit au loisir comme tout autre être humain. Et parfois, être en mode survie, pour moi, il faut qu'on soit en mode vie. Je veux dire, pourquoi on ne peut pas s'amuser comme tous les autres quartiers? Pourquoi on n'a pas accès? Et qu'est-ce que je vois qui est beau, c'est voir à quel point, je pense à Espace pour la vie, qui sont venus à Montréal-Nord pour créer un micro-musée. Donc, je vois les institutions se dire, OK, au lieu de forcer les gens de se rendre ailleurs, pourquoi nous, les institutions, ne pourraient pas ce pas de plus et aller à Montréal-Nord, puis nous-mêmes nous éduquer, nous-mêmes nous faire une tête par rapport au quartier, au lieu de laisser les médias nous laisser dans cette stigmatisation? Pourquoi il n'y a pas des ponts qui peuvent être faits? Et ça, pour moi, ça doit devenir le rêve de tout le monde. Chaque personne peut venir à Montréal-Nord, se donner sa propre idée et voir comment, ensemble, on peut collaborer pour que ce rêve devienne réalité. C'est beau. C'était le segment philosophique. Est-ce que vous voulez compléter, vous aussi, sur le rêve que vous pouvez avoir? Je pense que Cassandra a tellement tout couvert, là. En vrai, comme elle a dit, je pense que Montréal-Nord a le droit de rêver. On a le droit de rêver à un quartier avec de meilleures conditions. On a le droit de rêver, de continuer, en fait, à militer pour de meilleures conditions, pour mettre fin à ces inégalités systémiques-là. Tu sais, moi, je pourrais dire, à titre de cofondatrice, c'est sûr que si je regarde 14-15 ans plus tôt, j'aurais peut-être pas imaginé que Woodstock serait rendu où est-ce qu'il est rendu aujourd'hui. Puis pour moi, c'est quand même une fierté de pouvoir voir cette organisation porter tellement de projets importants pour les communautés de Montréal-Nord et des quartiers avoisinants. Mais en même temps, c'est aussi une fierté de voir que, justement, comme Cassandra le nommait, qu'on a... on a plusieurs employés qui viennent des communautés racisées et noires, qui, pour certains d'entre eux, qui viennent de Montréal-Nord. Fait que pour moi, c'est cette façon de... cette fierté-là que je me dis, aujourd'hui, c'est ma façon de contribuer, d'avoir redonné à mon quartier, d'avoir créé cette microéconomie dans le quartier, mais surtout de me dire que tous les projets desquels on a rêvé à travers les années, aujourd'hui, on a des gens passionnés qui travaillent pour les rendre concrets, pour les matérialiser, puis pour que vraiment ça puisse répondre aux besoins puis à la réalité du territoire et des personnes qui le composent, là. Donc voilà, c'est quand même... ça a été un très long parcours, parsemé parfois de grosses embûches, mais quand je nous regarde aujourd'hui puis que je regarde tous ces gens passionnés travailler et redonner à la communauté, je pense que je ne pourrais pas être plus fière, là, finalement. Bien, vous avez certainement amplement raison d'être fier, surtout que c'est un projet qui est monté par vous, pour vous. Donc, c'est un projet de communauté. C'est pas un projet qui arrive avec ses grands sabots et qui connaît absolument rien à votre réalité. Et justement, je pense que vous avez le droit totalement décomplexé de rêver grand pour votre communauté, pour Montréal-Nord et évidemment pour un plus grand vivre ensemble, un peu plus... je dire un peu plus égalitaire ou du moins un peu plus respectueux de différences. Woodstock, comme je vous ai dit, j'ai découvert ça il y a pas si longtemps, durant la pandémie. Je suis tombé en amour avec l'histoire, avec ce qui est fait. Évidemment, j'ai un attachement particulier à l'arrondissement de Montréal-Nord. Les gens qui nous écoutent, là, je suis convaincu qu'ils vous entendent, Cassandra et Narges, puis ils sont tombés aussi en amour avec Woodstock. Si justement cette histoire-là d'amour s'est créée, comment on peut vous aider et surtout comment on peut ne pas vous nuire, mais comment on peut vous donner un coup de main si on est attaché à la cause dont on vient de discuter? C'est sûr que, voilà, organisme communautaire veut dire argent, tout le monde est toujours, les dons sont toujours bienvenus, donc sur notre site web, on peut donner des dons. Je dirais aussi nous supporter, on a nos réseaux sociaux, on est sur Facebook, sur Instagram, devenir bénévole, je pense au festival qui s'en vient bientôt en juin, on fait toujours un grand appel à des bénévoles, on en veut souvent une quarantaine, puis parfois il y a des gens, voilà, du Myland, d'Outremont qui sont venus et qui ont rencontré Montréal-Nord à travers le Festihood. Donc, bénévolat, regardez aussi nos activités. Puis souvent, les gens, je veux dire, s'ils veulent venir nous voir, nous envoient un message, s'ils ont déjà des projets auxquels ils pensent et qu'ils aimeraient peut-être collaborer avec Woodstock pour qu'ensemble, qu'on fasse des collaborations, on est toujours très ouvert à entendre, écouter qu'est-ce qui est possible. Là, je répète l'idée d'Espace pour la vie, c'est vraiment un courriel, puis il y avait une idée
embryonnaire, puis 2 ans plus tard, ça a devenu un micro-musée qui a été créé par des citoyens. Donc, eux, ils ont compris le par et pour aussi, puis comment ils l'ont appliqué de cette façon majestueuse, puis ils l'ont fait dans d'autres quartiers. Donc, je dirais, c'est ça, devenir des alliés, c'est supporter la cause, supporter nos initiatives, en parler aussi autour de vous, de Woodstock, s'abonner et donner généreusement. Je veux dire, quand on donne, on est au Québec, donc les impôts, ça aide aussi. Donc, c'est un don qui peut se redonner par la suite, mais qui aide vraiment la cause, l'initiative qu'on porte. Cassandra Exumé, Narges Mustapha, c'était un immense plaisir de discuter avec vous. Le temps passé hyper vite. Merci d'exister. Merci à vous et à Woodstock. Et évidemment, l'appel est lancé pour les gens qui souhaiteraient soutenir votre organisation, entre autres avec l'événement qui s'en vient autour de la Saint-Jean-Baptiste. Merci encore une fois de votre présence. Merci à vous. Merci. C'est déjà tout pour aujourd'hui. Merci à nos précieux invités, à Mathieu Tessier à la mise en onde, Catherine Bourderon à la recherche et à vous qui êtes à l'écoute et que vous êtes arrêtés sur notre émission encore une fois. Merci. Merci d'avoir pris le temps de découvrir ces 2 organismes qui font toute la différence. Ces héros qui pourraient soit vous aider ou vous pourriez vouloir aider. Alors, quoi qu'il en soit, on se donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même poste. À la semaine prochaine.